Ces derniers jours, les socialistes ont désigné leur nouveau secrétaire national. Réunis à Nancy, ils ont tenté de fixer la ligne à venir du parti, un moment passé plutôt inaperçu, mais important pour un PS en perte de vitesse. Depuis la fin du 19e siècle, ces congrès rythment la vie politique française. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Socialistes, les années congrès, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 4, 2008 à Reims, la bataille des égos. Il y a un congrès marquant que l'on n'a pas encore évoqué dans cette série. Alors je profite de ce dernier épisode, qui va se situer un peu plus proche de nous, pour faire un dernier retour vers le passé. Plus précisément, en 1920. Nous sommes au congrès de Tours. Dans la salle du manège, c'est un divorce qui attend les socialistes. Deux camps vont se disputer, marqués par la Première Guerre mondiale qui vient de s'achever. Devant des portraits de Jean Jaurès, qui était parvenu à unir les différentes tendances du socialisme, les discours enflammés s'enchaînent pendant 4 jours. Une majorité de militants se range derrière la proposition d'alignement avec Moscou et adhère à l'internationale communiste. Léon Blum et ses partisans, eux, s'opposent à la révolution violente. La rupture est claire, 2/3 des congressistes vont ainsi fonder la section française de l'internationale communiste. La SFIO, elle, n'a désormais plus que 30 000 militants. Si je vous parle de ce congrès, c'est que la gauche a souvent, durant ces réunions, affiché ses divisions, parfois jusqu'à la rupture, et 100 ans plus tard, peu de choses ont changé. Nous avons quitté le PS au début des années 90. En 1995, c'est le retour de la droite à la présidence de la République avec l'élection de Jacques Chirac. Mais le Parti socialiste n'est pas loin. Le président Chirac dissout l'Assemblée en avril 1997, espérant ainsi renforcer la majorité d'Alain Juppé. Et c'est finalement une coalition de gauche, la gauche plurielle, qui l'emporte. Pour cette cohabitation, c'est Lionel Jospin qui est nommé Premier ministre jusqu'en 2002. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Viennent ensuite Lionel Jospin, 16%, François Bayrou... Lionel Jospin a donc échoué à être au second tour de cette élection présidentielle. C'est un véritable choc. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Cet échec va donc avoir des conséquences pour le Parti socialiste, comme le raconte Gilles Candard, historien. Depuis ce fameux avril 2002, la politique française ne sera plus ce qu'elle est. Bien sûr, on peut dire qu'il y a des causes conjoncturelles. La multiplicité des candidatures à gauche, la candidature Chevènement, la candidature Taubira, qui en principe devait ratisser large et puis se reporter au second tour derrière Lionel Jospin, mais bon, qui ont finalement trop affaibli Lionel Jospin, qui croyait être au-delà. Mais bon, ça a montré quand même la fragilité du dispositif politique. Et à mon avis, ça a montré que l'interrogation de fond qui se posait, elle pèse sur le dispositif politique. Parce que s'il n'y avait pas cette interrogation fondamentale de savoir à quoi sert le Parti socialiste, peut-être que les milieux populaires, qui étaient en principe considérés comme un vivier traditionnel de la gauche, continueraient à voter en majorité pour la gauche. Or, justement, ce sont de nouvelles candidatures, comme la candidature du Front National, qui peut parfois les séduire. Après cela, le PS va vivre un congrès en 2005 au Mans, où la synthèse entre Laurent Fabius et cette fois-ci François Hollande sera à nouveau difficile. François Hollande, qui est alors premier secrétaire du parti depuis 1997. Et pourtant, c'est une autre personnalité qui est envoyée pour l'élection présidentielle de 2007 face à Nicolas Sarkozy. On voit bien qu'on est à la recherche d'autre chose. Donc, quelqu'un qui a émergé à cette époque et qui représente, disons, une figure qui veut ne plus être une figure traditionnelle du jeu politique traditionnel, c'est Ségolène Royal. Ségolène Royal qui, à surprise générale, s'est imposée comme étant la candidate des socialistes après une primaire. Alors qu'il y a une primaire où il faut adhérer au Parti socialiste, mais qui est une primaire où pas mal de gens ont adhéré. Rendez-vous compte qu'à cette époque-là, il y a tout de même 220 000 inscrits pour la primaire de 2007, avec 180 000 votants. Et choisir entre Ségolène,
que soutiennent certains des jeunes loups en Montebourg. Il y a Vincent Payon, dans les noms qu'on pourrait citer, qui va faire 60% des voix et qui va doubler à la surprise générale les deux candidats sérieux, enfin qui étaient présentés comme des candidats sérieux, Laurent Fabius, qui était soutenu par Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui fait 20% des voix, représentant de la tradition un peu mitterrandienne, si vous voulez, et qui essayait d'avoir une image bien à la gauche par rapport aux souvenirs qu'il avait pu laisser comme Premier ministre. Et puis Dominique Strauss-Kahn, que soutenait finalement la tradition du courant Jospin, qui était un peu dans la tradition du gouvernement de Jospin à gauche plurienne, qui avait apporté les 35 heures, mais qui avait aussi beaucoup privatisé l'économie, qui était aussi un peu une adaptation aux règles du marché et aux règles, disons, européennes, donc qui était une réponse possible à cette nécessité de modernisation, mais qui finalement ne réussit lui aussi n'avoir qu'environ 20%. Je remercie du fond du cœur les près de 17 millions d'électeurs, de citoyens et de citoyennes qui m'ont accordé leur confiance, et je mesure leur déception et leur peine. Mais je leur dis que quelque chose s'est levé qui ne s'arrêtera pas. C'est finalement Nicolas Sarkozy qui est élu. Il est à la tête de l'État depuis un peu plus d'un an, quand le PS tient congrès à Reims en novembre 2008. Commence donc une nouvelle bataille de succession pour remplacer François Hollande. Et forte de son score à la présidentielle de 2007, Ségolène Royal compte bien prendre sa place. Ségolène Royal, qui a un discours un petit peu de rupture, qui a fait appel à des artistes, à des intellectuels, qui se présente comme étant un peu une candidate hors, disons, du système des barons socialistes. Elle paraît être bien placée pour l'emporter à l'intérieur du Parti socialiste. Elle est appuyée par un certain nombre de fédérations, mais je dirais qu'il y a un certain nombre de cadres socialistes du côté Fabius comme Dominique Strauss-Kahn qui se méfient, disons, de sa capacité à aller vers n'importe quelle position et qui ne veulent pas lui laisser prendre le contrôle du parti. Mais Ségolène Royal n'est pas la seule à vouloir prendre le poste de premier secrétaire du Parti socialiste. Dans un premier temps, on va penser à Delanoë, parce que Delanoë est devenu maire de Paris. Je dirais qu'à mon avis, il y a peut-être une illusion là sur la popularité des Parisiens à l'intérieur de la société française. D'ailleurs, je pense que Bertrand Delanoë lui-même s'en doutait. Quelqu'un qui a l'image de maire de Paris n'est pas quelqu'un qui rallie le Parti socialiste. Finalement, à Bertrand Delanoë, on va substituer, comme vous le savez, Martine Aubry, qui est la fille de Jacques Delors, mais qui est l'héritière aussi de Pierre Mauroy. À Lille, les 35 heures, ça va être autre chose, qui va être une candidate plus solide que Delanoë pour espérer empêcher Ségolène Royal de devenir premier secrétaire. S'ajoute une quatrième voix, l'aile gauche du PS, représentée par Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et Henri Emmanuelli. C'est finalement un duel entre les deux femmes qui va avoir lieu. Là aussi, ça va être très compliqué puisque le résultat officiel va être de finalement 50,04% pour Martine Aubry contre 49,96% pour Ségolène Royal et que ça se joue à quelques voix avec évidemment des accusations de fraude des uns contre les autres qui sont très difficile à prouver. C'est quelque chose qui va traumatiser après les socialistes parce qu'on sait très bien que c'est très difficile de faire une élection quelques mois après. Vous avez beau avoir les règlements les plus sérieux, les plus précis possibles. 2008, c'est aussi l'année et le congrès qui vont provoquer le départ de Jean-Luc Mélenchon, membre du Parti socialiste depuis une trentaine d'années. Nous allons donc créer une force politique nouvelle. Nous nous déclarons partisans de la formation d'un front de gauche pour ces élections européennes entre ceux qui sont d'accord sur cette orientation. Ça veut dire très clairement que nous nous adresserons à tous ceux qui sont disponibles. Alors, Jean-Luc Mélenchon va quitter effectivement le Parti socialiste avec son groupe. Il constituait d'abord le Parti de gauche, avec un autre député socialiste, Marc Dolé, et va commencer un parcours politique qui va l'amener à travailler avec le Parti communiste, dans le cadre du front de gauche, puis à prendre une certaine autonomie, dans la mesure où, alors qu'il était au départ, disons, la petite force qui venait compléter le Parti de gauche,
comme il a imposé, disons, sa personnalité et sa candidature comme candidat à la présidence de la République par 3 fois, en améliorant d'ailleurs le score à chaque fois, la France insoumise est devenue aujourd'hui en tout cas une force électorale qui, à l'élection présidentielle, comme aux élections législatives et comme aux élections européennes, est devenue une force politique importante. Malgré les difficultés et les oppositions, le Parti socialiste conserve son ancrage dans la politique française, mais avec quelques interrogations. À partir du moment où François Hollande a été désigné comme candidat et finalement l'a remporté, que finalement les socialistes ont été en mesure de gouverner la France de 2012 jusqu'en 2017, en ayant la majorité à l'Assemblée nationale, la majorité au Sénat, la majorité dans les mairies, les départements et les régions, eh bien, la vieille interrogation sur justement quel devait être le contenu de la modernisation est apparue comme n'ayant pas été réglée. Le gros point d'interrogation qui est resté est demeuré. Il y avait une réponse pour dire, bon, on continue l'adaptation à l'Europe, on continue, disons, les réformes éventuellement sur l'aide aux entreprises, le marché du travail, à essayer de voir avec nos amis allemands, hollandais, belges, éventuellement comment on fait bouger les choses. Mais cela n'a pas répondu aux interrogations qui étaient des interrogations, je dirais, sociales d'une bonne partie de la société, notamment pour les gens qui estiment ne pas être pris en compte par cette modernisation européenne. Dans le respect de leurs traditions, les socialistes poursuivent leurs réunions en congrès. C'est par exemple en juin 2015, à Poitiers, que les frondeurs font particulièrement entendre leur voix. J'ai entendu des phrases d'une grande sincérité, mais j'aurais souhaité davantage de lucidité, davantage d'écoute du pays. Je pense qu'il faut aussi qu'ils soient capables d'écouter le pays, d'écouter aussi ceux des Français proches de la gauche qui aujourd'hui prennent leur distance, sur la pointe des pieds ou parfois très en colère. 2 ans plus tard, le congrès d'Aubervilliers est marqué par le départ de nombreux élus ayant rejoint les rangs de La République En Marche, le parti d'Emmanuel Macron. Pour Gilles Candard, les congrès du Parti socialiste doivent désormais répondre à des questions plus importantes. C'est un parti politique important, mais ce n'est plus le parti dominant de la gauche française. Sa candidate à l'élection présidentielle, Anne Hidalgo, a obtenu 1,7%, ce qui est tout de même absolument calamiteux. Aux élections européennes, ils ont été bien contents en 2019 de faire alliance avec Place Publique et Nouvelle Donne et de confier la tête de liste à Raphaël Glucksmann pour obtenir 6% et donc rester au-dessus des 5% qui leur permettait d'avoir encore des élus. Ils ont reconduit ce partenariat avec Raphaël Glucksmann qui a obtenu 13-14% environ, donc c'est un score estimable, pas mal. Quand Michel Rocard obtenait ça en 1994, tout le monde disait « Oh là là, catastrophe pour les socialistes ». Désastre. Michel Rocard devait démissionner de son poste de premier secrétaire et renoncer à être candidat à la présidence de la République. Quand les socialistes obtiennent 14% aujourd'hui aux européennes avec un allié disons de centre-gauche ou de gauche modérée, on dit champagne, et effectivement, c'est un beau succès. Mais enfin donc, il faut être lucide. Le Parti socialiste revient de loin. Il n'a pas été totalement anéanti par l'épisode macronien, mais enfin, il n'est pas encore disons, un parti totalement dominant. Est-ce qu'il le redeviendra? C'est pas sûr. Si les socialistes réussissent réellement à répondre aux questions qui sont, à mon avis, des questions sociales, culturelles et politiques de fond qui se posent, à savoir quel type de société voulons-nous réellement, qu'est-ce que nous voulons construire comme France, disons, à l'horizon 2030, 2040, 2050, qu'est-ce qui nous distingue, disons, du modèle de l'Amérique de Trump ou de l'Europe telle qu'elle se dessine un petit peu avec les différentes orientations libérales ou démocrates chrétiennes ou un peu autoritaires que nous voyons dans la plupart des pays européens. Quelle solution à un parti de gauche, de transformation sociale avec peut-être les Espagnols, puis d'autres demain qui pourraient le formuler. Qu'est-ce que nous voulons
comme place pour la France et l'Europe dans le monde. À mon avis, sont ces réponses concrètes qui doivent être apportées et qui peuvent donner une chance. Après, on verrait bien évidemment qui les incarnerait et qui serait en mesure de les porter. Mais c'est bien parce que d'à gauche, comme barrage antifasciste, oui, d'accord, mais comme proposition, disons, très concrète pour la France de demain, il y a une expectative qui demeure importante dans la société française. Pour conclure cette série, on retrouve Mathias Corasco, journaliste au service politique de l'Express. Bonjour Mathias. Bonjour. Avec Gilles Candard, on a commencé à se projeter sur l'avenir du PS face aux interrogations soulevées par le congrès de 2008 à Reims. La prochaine échéance, ce sont les élections municipales en 2026. Et oui, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais avant 2027, il y a les municipales. Alors, la ligne du PS n'est pas totalement claire à ce sujet. Alors, le PS a une direction nationale, mais également beaucoup de barons, beaucoup de maires qui ont leur propre indépendance, qui font partie de leur propre courant. Il y a certains grands maires qui ne sont pas forcément en totale adéquation avec Olivier Faure. Donc, chacun aura à peu près sa stratégie. Ça, il faut le garder en tête. Après, Olivier Faure, il est également le garant d'une dynamique au sein du Parti socialiste, et lui est plutôt quelqu'un d'attaché à l'union des gauches, donc il veut des alliances les plus larges possibles, pas avec LFI, parce qu'il a quelques différends avec LFI, mais à la fois, il n'est pas totalement fermé à l'idée de parfois être dans les mêmes listes que des insoumis. Lui-même le disait sur TF1 au lendemain de sa réélection. Il disait qu'il ne se trompait pas d'élection, qu'il y avait les législatives et les présidentielles, mais que les municipales, c'était particulier. Et comme municipales, on fait du cas par cas. Si on se projette un peu plus, tu l'as dit, on a 2027. Certains réclament déjà, 2 ans avant cette élection présidentielle, une primaire pour toute la gauche, donc pour désigner un candidat unique. Oui, et Olivier Faure, c'est un peu le fer de lance de cette idée. Alors lui, il a été élu sur son congrès sur une proposition. Il n'y en avait pas des masses, mais il y en avait une qui était claire, c'est-à-dire créer une plateforme commune de Raphaël Glucksmann à François Ruffin, qui devrait permettre de faire émerger un candidat commun. Ça pourrait passer par une primaire, mais c'est pas encore, les conditions ne sont pas totalement fixées. Mais en tout cas, c'est l'idée principale d'Olivier Faure. Mais il y a plein d'autres gens à gauche qui sont totalement d'accord avec l'idée d'un candidat commun et d'une primaire. Il y a François Ruffin, il y a Clémentine Autain, tous ces anciens insoumis et tous leurs anciens collègues insoumis. Il y a Marine Tondelier qui se bat aussi corps et âme pour ça. La question du périmètre de l'union varie entre les différentes nuances de gauche. Par exemple, François Ruffin, lui, n'est pas totalement en désaccord sur l'idée que les insoumis, même Jean-Luc Mélenchon, puissent participer à une primaire. Donc, voilà, on sait que tout n'est pas encore fixé. Il y a comme une bribe d'idées qu'il faut mettre en musique aujourd'hui, et le plus dur est à venir. D'autant, Mathias, que d'autres à gauche sont contre cette idée de primaire. Cette idée a eu un peu de plomb dans l'aile pendant le congrès, parce que Raphaël Glucksmann, à 2 jours du premier tour du congrès, est sorti dans la presse, a donné une interview en disant « Mais moi, je ne veux pas participer à une primaire ». Et donc, l'union est un combat de tous les jours pour Olivier Faure. Et il y a son meilleur ennemi, il y a Jean-Luc Mélenchon et la plupart, tous les insoumis officiellement, qui sont contre cette idée de primaire. On peut les comprendre, les deux, d'une certaine façon. Ils ont leur propre capital popularité. Pour l'instant, Raphaël Glucksmann a réalisé un bon score aux européennes. Aujourd'hui, il est bien crédité dans les sondages. Jean-Luc Mélenchon a 3 présidentielles dans les pattes. Ça a été par 2 fois le meilleur candidat à gauche. Il estime qu'il est sur une dynamique et les deux se demandent, je pense, et à juste titre, qu'est-ce qu'ils iraient faire dans une primaire de nains qui risquerait de les affaiblir plus qu'il ne les renforcerait. Merci beaucoup Mathias de nous avoir accompagnés durant les 4 épisodes de cette série. Merci à vous, à bientôt. Pour lire toutes les analyses de Mathias Corasco et du service politique de l'Express, rendez-vous sur notre site. L'abonnement numérique est en ce moment au prix d'€1. Merci également à l'historien Gilles Candard qui nous a accompagnés durant ces 4 épisodes. Socialiste, les années congrès est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros et Sébastien Salis avec Emeline Dulliot. Et demain, on s'intéresse à une actualité qui a marqué la semaine.